Bonsoir, eh bien nous continuons autour de Frédéric Vitou, qui est entouré maintenant de Bernard de Fallois et de Jean-Charles Personne. Et puis nous avons un rendez-vous téléphonique avec Michel Léon. Je ne sais pas si on va y arriver, car Michel Léon est, il faut dire, le récipiendaire, l'homme qui... son interlocuteur lors de cette séance dont je me permettais de recommander le petit compte-rendu sous forme de livre publié aux éditions du Seuil, notamment parce que Frédéric Vitou il fait un portrait important de Jacques Laurent. Oui. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que non seulement Michel Léon me fasse l'amitié et l'honneur de me recevoir, mais aussi ce qui était très émouvant, c'est que Michel Léon avait reçu son ami Jacques Laurent au même fauteuil. Et donc, en quelque sorte, il avait une sorte de passation, de continuité, et ça, c'était très, très émouvant. Alors, il évoque longuement dans sa réponse ce que vous nous avez raconté, c'est-à-dire votre rapport à l'identité ludovisienne, enfin, à cette insularité parisienne peu connue des continentaux, qui est cet endroit de rêve qu'est l'île Saint-Louis. Michel Léon... vous nous entendez, voilà. Je vous écoute, je suis ravi de vous entendre. Bonsoir, messieurs. Alors, vous êtes à la fois très loin et très près dans des rêves que nous partageons, puisque vous êtes en Irlande. Et cette insularité qu'on retrouve dans votre œuvre, évidemment, est-ce que vous faites un parallèle avec l'insularité de Frédéric Vitou? Écoutez, c'est une question que je me suis posée, et je crois que oui. Enfin, naturellement, les îles ne sont pas pareilles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chèvres dans l'île Saint-Louis, ni de fleurs sauvages, mais c'est tout de même une île. Et il y a de tas de similarités. Il y a une espèce de solidarité entre les habitants. Il y a la frontière des eaux. Et ça crée dans une société une espèce de solidarité et de curiosité aussi. Parce que on parle beaucoup entre gens, tandis que dans les autres quartiers de Paris, on ne parle pas, on ne se connaît pas. On peut vivre des années sur le même palier que quelqu'un sans jamais lui dire bonjour, ou peut-il lui dire bonjour, mais il fait beau ou il pleut, et c'est à peu près tout. Tandis que dans les îles, il y a, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison très exactement, il faudrait demander à un sociologue, il y a une communication infiniment plus facile. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de rivalité, qu'il n'y a pas de petites inimitiés chez les Iliens, mais la communication est plus facile. Et c'est ça que j'ai apprécié à la fois dans les îles grecques où j'ai vécu et dans la grande île qu'est l'Irlande, et qu'en même temps j'ai retrouvé un petit peu quand Frédéric Vitou m'a promené dans l'île Saint-Louis, que je connaissais, mais peut-être très superficiellement, tandis que lui, sa connaissance intime des choses de la femme qui tenait cette petite boutique de jouets qui avait brûlé ou je ne sais quoi, et tout le monde venant là pour l'aider à reconstruire son commerce, toutes ces choses-là me faisaient penser que nous n'étions pas dans la vie ordinaire d'une capitale. Nous étions dans un monde un petit peu à part, et un monde qui, à mon avis, est très bien fait pour les romanciers. Je ne me permettrai pas de corriger ce que vous venez de dire. Je voudrais simplement aller peut-être encore plus dans votre sens. Quand vous dites qu'il faudrait demander à des sociologues, moi, il me semble qu'il y a pas beaucoup d'hommes qui, comme vous, ont fait le lien entre des choses qui semblent aussi éloignées que les îles grecques et l'Irlande.
Peut-être avez-vous d'autres exemples en tête que Michel Déon. Moi, il me semble qu'il faut demander des leçons à la géopoétique et il faut demander des leçons, au contraire, aux romanciers. Est-ce que pour vous, ces îles, pour vous, ou pour Vitou, on ne peut pas parler à sa place, enfin si, justement, on va essayer de le faire, est-ce que pour vous, ces îles sont des points de fuite hors du réel ou au contraire des points forts d'ancrage qui nous permettent de mieux voir, par exemple, l'Europe? Oui, je pense que on a peut-être l'illusion, mais d'une protection. Et ça, vous êtes entouré par d'eau, par la mer. Bon, il faut, pour venir vous voir, il faut prendre un bateau, il faut quelquefois affronter du mauvais temps, quelquefois une grande chaleur, un retard d'un bateau. Enfin, bon, tout ça, ce sont des petites épreuves, n'est-ce pas, sur votre route. Je ne dirais pas que pour parvenir à l'île Saint-Louis, il faille supporter autant d'épreuves. Mais quand même, le fait que vous passez sur un pont, je pense que, comme je viens presque toujours à pied chez Frédéric, je m'arrête toujours sur les ponts. Je regarde, il y a une péniche qui passe, il y a les bateaux mouches, il y a un yacht, il y a tout d'un coup la vedette des pompiers qui vient ramasser un noyé. Il se passe tout le temps quelque chose de tout à fait extraordinaire, de tout à fait intéressant et qui fait rêver. Et je crois que ça, pour un romancier, c'est très important. N'est-ce pas? Les événements sont très proches, ils ne sont pas distants. On ne vous dit pas, vous habitez le 7e, et bien dans le 14e, il y a eu un incendie. Non, s'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'île Saint-Louis, vous le savez tout de suite. Et dans l'île où j'ai vécu, qui était la petite île de Spetzel, où je passais tant d'années en Grèce, finalement, nous étions devenus comme des autochtones, c'est-à-dire que nous allions au mariage, aux enterrements, au baptême, tout ça qui n'était pas forcément très amusant, qui était intéressant au début, mais j'avais l'impression de participer à un corps, enfin d'être une partie de ce corps vivant qui est la population d'une île. On est très heureux de vous entendre de si loin, parce que c'est quand même encore loin, mais entre l'Irlande de l'époque des Taximauves, c'était quand même une Irlande encore très rurale, et l'Irlande que vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous voyez une transformation totale ou est-ce que vous avez le sentiment d'être toujours dans le même pays? Il ne faut pas vieillir, alors là les choses ne bougent pas quand ça s'arrête, mais enfin quand même, nous ne pouvons pas demander au monde de s'arrêter pour notre seule joie et notre seul plaisir. C'est une espèce de fatalité. Et puis je vais vous dire une chose, moi j'ai beaucoup aimé le côté rustique de l'Irlande, le côté très étrange, très exotique d'une île grecque. Et je vois tout ça qui a beaucoup changé, c'est vrai. Mais je vois que ça plaît autant à une nouvelle génération qui peut-être dans 10 ans dira « Ah, comme c'était beau l'Irlande en 2004, comme c'était beau la Grèce en 2004 ». Je crois qu'ils diront ça avec le même élan, la même joie et la même reconnaissance que moi quand je suis arrivé en Grèce en 1959 et que j'ai planté ma tente parce que je trouvais ça tellement beau. Et puis que je suis arrivé après, 10 ans ou 15 ans après en Irlande, j'ai dit mais c'est un pays absolument merveilleux. Bon, ça a changé. Écoutez, je ne vais pas arrêter le monde, malheureusement, je n'ai pas le pouvoir. Et si j'en avais le pouvoir, je ne le ferais pas. Ça, c'est très bien et très sage. Monsieur Frédéric Vitou est à nos côtés. Nous passons, comme je vous l'avais dit, 3 heures avec lui. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu de lui, de ses romans, de ce que vous avez aimé, de ce qui fait un peu le charme très, très fort de son œuvre. Écoutez, je crois d'abord, une chose qu'il faut dire, c'est que c'est la diversité de son œuvre. Il n'a jamais écrit 2 fois le même livre, n'est-ce pas? Enfin, disons qu'il a peut-être beaucoup tourné autour de Céline et de Rossini,
Bon, du côté des romans, il a montré une inventivité, une vraie force créatrice qui est assez rare. Je dirais que c'est plus qu'un bon écrivain, c'est un très bon écrivain. D'abord. Il vous entend, il est en train de rougir là, je le vois. Laissez-le, faites-le sortir. On va le faire sortir. Non, mais c'est un très bon. Je l'ai connu parce que j'avais lu un livre de lui qui s'appelait Carte postale. Ah, qui était un superbe livre. Qui est un livre délicieux. Émouvant et en même temps un livre plein de sous-entendus et de cruauté très étrange chez Frédéric, qui n'est pas quelqu'un de cruel dans la vie, je crois. Et j'avais été très frappé par ce livre et je me souviens d'avoir voté pour lui un prix décerné par des étudiants. Il ne l'a pas eu parce que c'est un livre qui peut être un peu difficile à lire, enfin, dans lequel il faut vraiment s'insérer, il faut vraiment entrer. Et simplement, après, je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais j'aime beaucoup ce livre-là, je regrette infiniment. Et après, je me suis mis à lire à peu près tout. Sauf un livre c'est étrange, un livre qui m'a échappé, peut-être parce que je n'étais pas à Paris, parce que Grasset a oublié de me l'envoyer, ou parce que Frédéric Vito a eu la pudeur de ne pas m'envoyer un livre, que je trouve un livre tout à fait extraordinaire. C'est le livre qui tourne autour d'un roman de Conrad. Et ça, je trouve que là, nous avons une leçon de roman tout à fait exceptionnelle. Parce que les livres que nous aimons, ce livre de Conrad, c'est Typhon, il s'arrête à un moment. Et là, nous sommes très frustrés. Eh bien, Frédéric Vito a eu l'idée assez généreuse, non pas de continuer ce livre, mais de broder autour de ce livre, d'ajouter sa perception personnelle des personnages. Et ça, c'est un essai tout à fait remarquable. Moi, j'ai parlé de ce livre lors de la réception de ma réponse à son discours de remerciement. Oui, absolument. Et j'ai dit combien j'avais été à la fois navré de ne pas l'avoir vu à sa parution, il y a peut-être 25 ou 30 ans. 1976, Les Cercles de l'Orage. Voilà, Les Cercles de l'Orage, qui est un très beau livre, n'est-ce pas? C'est un livre qui a 30 ans, c'est un livre extrêmement intéressant. C'est à la fois une réflexion sur le roman, et c'est une réflexion aussi sur la mer, et sur un auteur dont nous partageons, Frédéric et moi, la passion. Alors là, tout d'un coup, je tire mon chapeau, je dis, mon Dieu, mais comme c'est bien, comme j'aurais aimé, moi aussi, écrire une chose comme ça. Mais c'est un livre unique dans son genre. S'il ne faut pas répéter une chose comme ça, il faut le faire une fois, le réussir, et puis espérer que la critique ouvrira les yeux. Eh bien, merci mille fois. Frédéric a peut-être quelques mots à vous. Non, j'ai rien de particulier à dire. Je suis très reconnaissant et très touché par les propos de Michel Déon. À propos de, justement, je pourrais simplement une toute petite anecdote, mais vraiment très très frivole, mais qui me touche, à propos de la solidarité insulaire. Cette solidarité peut être parfois excessive. Je me souviens que pour mes premiers romans, j'avais eu la chance d'avoir des petits prix de l'Académie française, et ces petits prix étaient très précieux. D'abord par l'honneur qui était rendu à un jeune écrivain d'avoir ces prix, et aussi parce que c'était des prix qui étaient rémunérés de manière très importante pour un jeune écrivain qui a des revenus modestes. Et comme je ne connaissais pratiquement personne à l'Académie, je me disais, mais d'où viennent ces prix? Et j'avais un voisin de l'île Saint-Louis, et par conséquent, j'avais ce sentiment d'insularité excessif qui me faisait attribuer à qui me tendait à croire que ce voisin était l'homme à qui je devais les prix. Donc je lui écrivais des petits mots de remerciement, et il me répondait très courtoisement que c'était l'Académie dans son ensemble qui donnait les prix et pas lui seul, mais c'était une manière de ne pas refuser ce prix, et qui était un homme tout à fait estimable, qui était un critique théâtral très connu, qui était Jean-Jacques Gaultier, qui était un ami de mon oncle, etc. Bon. Et puis c'est des années plus tard que j'ai su par Michel que c'était lui-même qui avait la générosité de proposer mon nom à ses confrères de l'Académie, et pas donc c'était la solidarité insulaire jouait, mais elle ne jouait pas dans l'île Saint-Louis, elle jouait sur une autre île qui était l'Irlande, et je ne le savais pas à l'époque, et ça m'a amusé de l'apprendre très tardivement. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil comme ça pour sourire, pour parler d'une île et d'une autre.
Michel Déon, merci. Merci. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Alors, on va peut-être évoluer. Alors, dans le plan que tu as presque suivi, Jean-Charles. Ah oui, presque suivi. Est-ce qu'on en était à Louis-Ferdinand Céline? Nous arrivons, enfin, puisque nous quittons l'émotion italienne, l'émotion de la... On reste sur les bords de Seine. Et nous étions sur le lac de Garde, nous quittons le lac de Garde, Rossini, et nous arrivons à l'émotion forte, l'émotion violente, l'émotion de la cruauté et du grand langage, Céline. Louis-Ferdinand Céline. La logique aurait été plutôt de faire le contraire, puisque oui, mais j'ai commencé... La logique n'est pas... J'ai commencé par m'intéresser à Céline. En fait, souvent, les choses commencent par une anecdote, ou par un détail. C'est que, voulant, après quelques errements scolaires et universitaires sur le cinéma, la préparation de l'IDEC, etc., j'avais décidé de faire une thèse de doctorat de lettres. C'était en avril 68 à Nanterre, donc un endroit un petit peu agité et qui allait le devenir de plus en plus. Et mon choix s'est porté sur Céline, un petit peu à l'aveuglette, je dois dire, parce que Céline est un écrivain qui était mort peu de temps avant, 7 ans auparavant, et sur lequel, pour des raisons que nous comprenons facilement, sur lesquelles je n'ai pas besoin d'insister, aucun travail universitaire n'avait été fait à l'époque. Donc je me suis dit, j'avais lu Voyage au bout de la nuit, j'avais lu quelques livres de Céline qui m'avaient intéressé, et surtout je m'étais dit, mais voilà un bon sujet qui me semble intéressant et qui n'a encore été jamais abordé par l'université française. Il y avait eu un travail universitaire belge d'un nommé Marc Henrez, qui avait fait un bon livre d'ailleurs pour l'époque chez Gallimard dans la collection Bibliothèque idéale, mais en France il n'y avait pratiquement rien sur Céline. Donc c'est venu comme ça, Céline. Et puis si j'avais pas été persuadé que c'était pas un écrivain que je juge considérable, et je suis pas sûr que Bernard de Fallois ici présent partage exactement mes sentiments, et nous le dira sûrement, je n'aurais pas si longtemps travaillé sur Céline par le biais de cette thèse de doctorat qui est de 3e cycle, qui s'appelait Misère et Paroles, qui est paru chez Gallimard, puis par un petit livre sur le chat de Céline, un ouvrage chez... Bon, etc. Et pour finir par cette grande biographie. Mais ça a été pour moi un grand soulagement d'en finir avec les cauchemars céliniens pour m'intéresser enfin à un monde de soleil, de bonheur de vivre qui a été l'Italie. Au fond, 2 écrivains que je considère comme très importants au XXe siècle, c'est Giono et Céline. Giono romanesque, et Céline. Et au fond, ces 2 hommes marqués par la guerre de 14, profondément pacifistes, mais l'un a quelque chose de solaire et l'autre a quelque chose de nocturne. L'un est obsédé par la mort, la seule vérité de ce monde c'est la mort, etc. C'est des phrases céliniennes qui reviennent dans leitmotiv. Et il y a le côté stendhalien, bien sûr, de Giono, du Giono d'après-guerre, mais puis le Giono virgilien d'avant-guerre, pour pas faire très vite, qui ont été quand même une sorte de contrepoids et qui m'ont été d'un équilibre nécessaire pour ne pas... Qui vous a arraché au cauchemar célinien. Oui, enfin cauchemar, il faut quand on dit une chose et on dit le contraire aussi sur Céline, parce que Céline c'est aussi l'obsession de la danse, de la légèreté, etc. Moi, je vais me retourner vers M. de Fallois. Pourquoi vous ne partagez pas tout à fait l'enthousiasme? Non, je veux dire tout de suite que, à mon avis, Frédéric Vito me prête vis-à-vis de Céline des jugements qui sont très excessifs. Peut-être n'ai-je pas sur l'œuvre entière de Céline le même jugement que lui, car je suis surtout quelqu'un qui a admiré depuis très jeune Le Voyage au bout de la nuit, et qui, même en ayant lu d'autres livres de Céline, et en sachant parfaitement que c'est un écrivain dont on peut lire avec intérêt, avec quelquefois probablement avec admiration, beaucoup des autres livres, je considère que pour moi, Céline est l'auteur d'un des très grands chefs-d'œuvre du XXe siècle, et probablement de la littérature universelle, avec un seul risque, c'est celui que sa langue disparaisse plus vite que celle des écrivains plus classiques du point de vue de leur langue, qui disparaîtront tous, mais qu'on lira peut-être dans 1000 ans, comme nous lisons aujourd'hui des auteurs latins et grecs, mais qui dureront plus longtemps que Céline, qui dès aujourd'hui, pour un certain nombre de jeunes gens, n'a plus à l'oreille la même présence immédiate que celle des gens de ma génération qui l'ont lu dans les années 30. Alors, pour moi, c'est l'auteur d'un chef-d'œuvre, plus que l'immense auteur d'une grande œuvre.
je lui donnerais volontiers tout ce qu'il a écrit. Si on me disait, qu'est-ce que vous gardez, comme au début, vous savez, de Don Quichotte, quand on profite de ce que Don Quichotte s'est fait assommer par quelqu'un, et on dit, on va le débarrasser de tous ces livres qui hantent son imagination, peuplent sa bibliothèque et l'ont rendu fou. Alors, qu'est-ce qu'on va garder? Alors, le curé, les paysans, tout le monde est là, on prend les livres les uns après les autres en disant, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette au feu? Alors, je garderai certainement Le Voyage au bout de la nuit. Je ne suis pas sûr que je garderai tout le reste. Mais c'est un écrivain, on peut très bien dire naturellement, c'est un écrivain considérable. Le choc qu'a été Le Voyage au bout de la nuit, non seulement du point de vue de l'émotion, non seulement du point de vue de la vision, c'est le premier et peut-être le seul grand roman nihiliste qui ait jamais été écrit. Et ce roman nihiliste est empreint d'un tel sentiment de la misère, d'une telle compassion, d'un tel sentiment qu'on pourrait dire d'origine chrétienne, en tout cas très occidentale, de la compassion avec la misère, qu'on peut aussi bien le traiter de catholique que de communiste, de tout ce qu'on veut. Il a été surtout apprécié par les hommes de gauche, mais lancé par un grand écrivain de droite qui était un des plus grands critiques de l'époque, qui était Léon Daudet. Ça veut bien dire que les grands écrivains font éclater toutes les catégories dans lesquelles on essaie de les ranger. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est tout à fait normal de mettre Céline parmi les 5-6 grands écrivains français du XXe siècle. Je pense que c'est une opinion aujourd'hui partagée par tout le monde. Frédéric a raconté comment il s'y est intéressé. Et je vais lui dire une anecdote, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de lui dire, c'est que moi-même, en 1949, ayant à choisir un sujet de thèse, ayant passé l'érégation, et ayant à choisir un sujet de thèse, j'ai cherché par élimination quels étaient les écrivains avec lesquels on pouvait avoir plaisir à passer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, puisque c'est un travail dans lequel on se lance en sachant que ce n'est pas une chose courte de faire une thèse. Et j'avais choisi 2 écrivains en me disant, il me semble que ce sont les 2 grands écrivains français d'aujourd'hui, et je ne sais pas ce qu'ils seront à la fin du XXe siècle. C'était Marcel Proust et Louis-Ferdinand Céline. Alors j'ai été en parler à quelques professeurs de Sorbonne qui m'ont jugé très audacieux de choisir un sujet sur Proust, dont ils n'étaient pas sûrs du tout que l'avenir consacrerait l'œuvre, mais qui m'ont jugé carrément fou en parlant de Céline. Alors là, ils m'ont dit, écoutez, vraiment, est-ce que vraiment vous avez passé les concours que vous dites? Parce que tout de même, c'est inadmissible. Bon. Je dois dire que leur réaction n'était pas sur l'œuvre, mais c'était surtout comment peut-on écrire, envisager d'écrire un livre ou de faire un travail très sérieux sur quelqu'un qui s'est aussi mal conduit et qui est entouré d'une réprobation aussi justifiée, aussi méritée. Bon, à quoi je répondais que si on faisait la liste de tous les écrivains ayant une très mauvaise réputation dans la littérature française, à partir de Villon jusqu'à Rimbaud, etc., on en trouverait un tel nombre qu'ils sont à peu près aussi grands que ceux qui sont admirés, en plus de leur œuvre, pour des qualités humaines. Non, par conséquent, je rejoins tout à fait Frédéric Vitoux en disant c'est une personnalité considérable des lettres françaises, ça y a absolument aucun doute. Ce qui est rassurant, c'est quand même les gens qui jetaient aux orties en 49, jetaient pratiquement dans la même condition Marcel Proust. Non, il ne le jetait pas. Il le considérait comme un écrivain très original, très curieux, très intéressant, une sorte de Kamchatka littéraire, mais dont il pensait qu'il fallait encore laisser passer beaucoup de temps avant d'être sûr que c'était un écrivain important. Voilà. On peut se demander d'ailleurs si cette prudence, que moi je trouve un peu exagérée, de l'université n'a pas par moments ses bons côtés. Il est possible aussi qu'on aille trop vite. Peut-être d'ailleurs serait-ce une des tentations d'aujourd'hui, qu'on aille trop vite pour consacrer comme très grands écrivains des gens qui, par la mode, par la sensibilité d'une génération, ont été admirés et dont plus tard on s'aperçoit qu'ils ne sont peut-être pas aussi grands. Bon, alors je crois qu'il ne faut pas jeter la pierre à ceux qui mettent longtemps. De toute façon, en littérature, on en a la preuve 100 fois. Les siècles se suivent, les jugements se renversent. Je ne suis pas sûr du tout de l'avenir. Et puis, même dans le présent, personne ne peut affirmer, prouver, considérer comme indiscutables les jugements ou les goûts que nous avons. Ça, on le sait bien. En tout cas, il y a une chose qui me frappe, dans la remarque initiale de Bernard de Fallois, et sur laquelle Céline lui-même aurait donné son accord, c'est que sur le côté fugace de l'écriture célinienne, je crois que Céline l'a dit, il avait conscience que son langage émotif, comme il disait, son langage qui utilisait
des mots argotiques revus dans sa préciosité stylistique célinienne, était un langage qui touchait directement à l'émotion ses lecteurs, et il disait ce style vieillira plus vite que les autres. Et Céline l'a dit. Il en avait parfaitement conscience. Il a dit ce style vieillira sans doute plus vite que les autres, mais au moins il aura touché peut-être plus fortement que les autres. Donc je pense que Céline lui-même avait le sentiment de la fugacité, ou en tout cas du peu de peut-être de durée de son œuvre, ou de la difficulté que les générations futures auraient à le lire avec l'impression de choc émotif qu'il voulait donner. Oui. Mais au moins, disait-il, au moins mes livres ils auront vécu alors que les autres sont des livres mornés, disait-il avec son emportement habituel par rapport à beaucoup de ses contemporains, et il avait raison sur certains et sans doute pas raison pour d'autres, bien sûr. Mais Frédéric, il avait aussi l'avis contraire, parce que il pensait que, ayant réussi cette espèce de miracle de style qui lui paraissait, il l'a écrit souvent, que son style était quelque chose de miraculeux, du travail, une énergie considérable. Je suis un précieux, je suis fils d'un... Et voilà, et que ce style durerait parce qu'il marquait un moment émotif de la sensibilité. Je crois que comme tous les grands écrivains, il avait conscience de son importance. Je ne crois pas du tout qu'il se sentait, quand il disait en boutade, quand il a écrit Voyage au bout de la nuit, il a dit oui, j'ai fait ça pour gagner de l'argent. Il y avait Eugène Daby qui avait gagné beaucoup d'argent avec Hôtel du Nord, j'en ferai bien autant. Et sous-estimant, c'était une manière un peu, qui n'abusait personne. Je crois qu'il avait vraiment l'importance, le sentiment de l'importance du voyage. Mais cette importance du voyage qu'il avait aussi le sentiment de côté éphémère. C'est ça, je crois qu'il l'a dit, je crois qu'il était vraiment sincère quand il disait ce langage vieillira plus vite que les autres. Il l'a dit, ça, non, je crois qu'on ne peut pas revenir là-dessus, il l'a dit, et là il était très sincère, ce n'était pas du tout une affectation de fausse modestie. Si vous permettez, Frédéric, je crois qu'on pourrait distinguer deux sens différents, ou si vous voulez, deux interprétations différentes des possibilités de vieillissement de Céline. Entre le Céline de la première période, celui qui écrit Le Voyage au bout de la nuit, et ensuite Mort à crédit, et puis celui de tous les autres livres, je ne parle pas des 2 pamphlets qui ont suivi, mais de tous les romans qui ont suivi la guerre, il y a la différence de quelqu'un qui va plus loin dans son esthétique littéraire qu'il n'avait été dans Le Voyage au bout de la nuit. Incontestablement. Et il a raison de dire qu'il est précieux. Je dirais que c'est la même différence qu'entre les premiers poèmes de Mallarmé qui sont baudelairiens et puis les poèmes de Mallarmé détachés de Baudelaire et qui sont devenus purement mallarméens. Céline est peut-être plus célinien dans les ouvrages suivants. La phrase est plus coupée. Et je dirais qu'entre, je veux peut-être faire sursauter des auditeurs, mais entre le Chateaubriand des Mémoires et le Céline du Voyage au bout de la nuit, je vois des parentés évidentes. La rhétorique du Voyage au bout de la nuit est si belle, l'harmonie des propositions est telle que si vous l'entendez lire, vous dites c'est un grand livre classique. Au contraire, après, dans la deuxième période, Céline casse son style. Hoquette. Et Hoquette avec une préciosité extraordinaire, avec des trouvailles verbales constantes, qui soient même dans les titres. Les titres sont... Il y avait un génie du titre. Bon, mais c'est une dérive qui accélérera le processus de difficulté de lecture continue et de compréhension. Et puis, il y a une deuxième chose, qui est pour moi la raison pour laquelle je dis je fais une différence entre le chef-d'œuvre, qu'est Le Voyage, et puis les autres livres. C'est que, pour être franc, j'ai l'impression qu'il a tout dit avec Voyage au bout de la nuit, que c'est un livre universel, et qui pour moi restera. Comme Les Misérables de Victor Hugo. Il y a bien sûr la misère des années 30, qui a été l'observation qu'il a faite, et dont il a fait avec cette admirable composition qui n'est plus celle d'un romancier réaliste, qui n'est plus du tout d'un Zola, mais celle d'un visionnaire genre Hieronymus Bosch, qui lui fait voir à la fois la guerre, l'Afrique, la colonisation, le monde moderne avec les États-Unis, puis, pour revenir, la banlieue. La banlieue, la misère humaine prise en plein sol. Bon, alors ça, à mon avis, c'est quelque chose qui sera étudié aussi longtemps qu'on étudiera la langue française, qui aura peut-être besoin de notes pour comprendre certaines tournures, une certaine musique, qui était déjà la sienne, bien sûr, mais qui n'est pas la musique suivante. Alors, tout ça fait que
il y a à la fois le goût des écrivains pour aller encore plus loin dans la personnalisation de leur style, ou quelquefois je me dis, il vaut mieux la première période dans laquelle ils n'étaient pas encore assez audacieux pour faire vraiment du Céline pur. C'était un Céline encore assez proche de la tradition française. Et j'aime mieux ça. Bon. Voilà. Non, mais l'observation de Bernard de Fallois est très juste. Simplement, moi je pense qu'il y a plus une évolution qu'une rupture dans l'éclatement de la forme. En effet, mais ce qui est très étonnant chez Céline, et ce qui me paraît vraiment intéressant, parce que paradoxal, c'est que à mesure que la forme va devenir de plus en plus musicale, éclatée, écartelée, que les points de suspension vont proliférer, que les mots vont que les phrases vont devenir des petites grappes de mots comme des petites projectiles, que ce style va devenir de la dentelle tellement il est ajouré de silence, et donc de plus en plus par un côté abstrait, je dirais. En même temps, Céline va cesser d'être un romancier, comme il l'est dans Voyage, où il crée un personnage qui s'appelle Bardamu, et où il va devenir il se veut à ce moment-là chroniqueur. Donc c'est très étonnant, c'est qu'au moment où le style devient de plus en plus musical ou abstrait, l'ambition de Céline devient celle d'un chroniqueur où le narrateur et le héros devient explicitement lui-même dans ses propres aventures. Et pourquoi je pense que la trilogie finale d'Un château l'autre, Nord et Rigaudon, mais Rigaudon est un livre, disons, partiellement inachevé, mais D'un château l'autre et Nord me paraissent pour moi d'une certaine manière l'accomplissement de la démarche célinienne, tout en comprenant très bien pourquoi on peut aimer quelqu'un dans son relatif classicisme où tout est encore présent, plutôt que dans un excès qui l'isole par certains côtés. C'est que là, dans D'un château l'autre et dans Nord, et disons aussi pour Rigaudon, il y a très curieusement un sujet à la mesure de son délire. C'est-à-dire que là, il est en Allemagne, au moment où tout s'écroule, où un monde s'écroule, où le monde devient encore plus grotesque, encore plus boche que la vie. Où je dirais où le monde devient célinien, si j'ose dire. Cauchemar quand il voit le grotesque de Sigmaringen tel qu'il le voit, cette petite enclave française en territoire allemand, ces pantins qui s'agitent, ce monde qui se décompose, ces villes qui deviennent des brasiers, ces trains qui déraillent, lui qui est là, sachant pas comment il est là, les gens hébétés qui regrettent un passé, qui croient en un avenir possible, ceux qui croient encore que les Allemands vont gagner la guerre avec les armes secrètes. Il y a une sorte de folie du monde qui s'accorde à l'éclatement de la forme célinienne, et par conséquent, je trouve là un nouveau point d'équilibre étonnant entre une histoire totalement hallucinée et un chroniqueur qui se disait lui-même chroniqueur des grands guignols, c'est son expression, et là, le monde devient grand guignol en quelque sorte, et ça me paraît... Moi, je me souviens quand j'ai lu D'un château l'autre, j'étais très jeune, il était dans la bibliothèque familiale, et je sors ce livre, j'avais peut-être 16 ans, je sais pas, c'était un nom qui me disait vaguement quelque chose, Céline, mais c'était... on n'en parlait pas à l'école, bien entendu, et j'avais entendu parler de Céline, je sais pas par qui, peut-être par des amis de mon père, je sais pas. J'ouvre D'un château l'autre et je ne comprends rien. Mais rien. Non seulement à la forme, je ne comprends rien, mais en plus, Sigmaringen, je ne sais pas ce que c'était. J'ai dit, c'est quoi? Attends, je ne comprends pas. Là, il y a Pétain, je sais vaguement qui c'est Pétain. Bon, Pétain, Vichy, j'avais entendu parler, j'avais quelques éléments d'appréciation. Mais Pétain, l'Allemagne. Et j'avais le sentiment de lire un livre totalement incompréhensible. Mais totalement incompréhensible. Après, j'ai lu Voyage au bout de la nuit, qui a été un choc, parce qu'en effet, quand on lit à 18 ans ou à 20 ans Voyage au bout de la nuit, c'est ce livre très rare qui vous marque à vie. Il n'y a pas beaucoup de lectures dont on veut dire on est différent après d'avant. Il y a très peu de livres. Pour ma part, Voyage a été ce cas-là. Pas D'un château, je n'ai rien compris. Il a fallu beaucoup de temps pour faire ce voyage célinien et accompagner en quelque sorte l'écriture célinienne, mais je comprends très bien que, en effet, il est vraisemblable que le grand classique restera le voyage au bout de la nuit, et Moracredi sans doute aussi, mais Moracredi est moins important dans la mesure où le voyage est aussi un monde qu'il décrit. Moracredi, c'est une enfance qui devient un univers, mais c'est une enfance, alors que le voyage au bout de la nuit, c'est la guerre, c'est le colonialisme, c'est l'Amérique, et puis ça termine par la banlieue. Donc l'éventail du regard est beaucoup plus vaste, beaucoup plus important. Ce qui est certain, c'est que quand vous parliez d'Un château l'autre, Nord et Rigaudon, enfin, Nord, c'est un livre, en effet, c'est un cauchemar à balles réelles. Je pense, en vous entendant parler, je pensais à un jugement d'Arletty
à propos d'un auteur tout à fait différent, qui est Guy Sagère. Et je me souviens d'elle disant ah mais bon, enfin j'avais envie de parler quand même, parce que c'était quand même très pittoresque. Et pour faire un livre comme ça, il faut 80 millions de morts. Ça fait un peu de sang, beaucoup de sang pour une page, etc. Et en fait, tous les livres de Céline sont à bel réel quand même. Bon, mort à crédit, mettons que on a quand même l'impression de la France qui est en train de mourir par ailleurs. Mais le premier, il y a quand même la Première Guerre mondiale, et puis il y a la Seconde. Et c'est d'ailleurs assez tragique de penser, enfin tragique, et c'est assez frappant de faire le parallèle entre cette immense œuvre poétique et son objet terrible. C'est cet art qui est appliqué à une chose qui est absolument pas artistique, mais parce que ce que Jérôme Bosch peint n'est pas réel du tout. Je crois pas. C'est complètement. Il y a une phrase qui est très intéressante de Céline, c'est quand Céline en 1932 fait paraître en octobre 1932 donc Voyage au bout de la nuit, ce livre, tout le monde connaît les anecdotes sur le Goncourt raté de peu, il en est très blessé car c'était un homme qui rêvait du Goncourt, qu'on lui a fait miroiter ce prix, c'était une grosse déception. Il quitte Paris peu de temps après et il part en Autriche, et là il est à Vienne, je crois, si je ne me trompe pas, et il voit un tableau de Bruegel. Et il écrit une lettre très belle à Léon Daudet, on parlait de Bosch, mais on pourrait dire Bruegel aussi, de cette manière, et il écrit, je crois, une lettre à Léon Daudet, je le citerai peut-être de mémoire avec des erreurs, et peut-être un auditeur va rectifier exactement, mais peu importe, il dit, en parlant, il dit, vous connaissez certainement Maître, là, ce tableau, La fête des fous, il dit, et un truc comme ça, et il dit, tout mon délire n'est dans ce sens, et je n'ai pas d'autre délire, je ne me réjouis que dans le grotesque, aux confins de la mort, tout le reste m'est vain, en faisant référence à Bruegel, donc à cette démarche. Alors bien entendu, on ne peut pas comparer un peintre d'un fantastique et d'un grotesque imaginaire à un écrivain qui, comme beaucoup d'écrivains, n'est pas un écrivain d'imagination, en ce sens où toute son œuvre n'est qu'une transposition plus ou moins marquée, plus au début, beaucoup moins à la fin, d'expériences biographiques. Mais ce qui est exceptionnel dans l'œuvre de Céline, de toute façon, comme on l'a dit, c'est que cet homme, par sa vie, par ses engagements, par ses épreuves, va traverser à peu près tout le XXe siècle. Et donc, c'est une des œuvres les plus parlantes pour comprendre le siècle, c'est Céline. Et au fond, l'une des raisons pour lesquelles, il y en a d'autres, bien entendu, personnelles et d'autres, mais l'une des raisons pour lesquelles je me suis vraiment beaucoup intéressé à Céline, et j'ai écrit cette biographie aussi, c'est que essayer de raconter la vie de Céline, c'était pour moi, qui suis né après la guerre qui suis né en août 44 et dans un petit village du Loiret, 2 heures après le départ des Allemands, 3 heures avant l'arrivée des troupes de Patton. Vous voyez, donc je suis vraiment né au moment où on basculait. Et essayer de comprendre et de raconter la vie de Céline, c'était au fond pour moi essayer de comprendre et de m'expliquer et de raconter par conséquent un siècle que je n'ai pas vécu dans ses grandes épreuves et dans ses grands déchirements et dans ses grandes contradictions. Or, comme on a aujourd'hui naturellement une vision totalement schématique, simplifiée, voire caricaturale du passé, avec Céline, j'essayais de retrouver toutes les contradictions qui avaient déchiré cette époque. Il y a quand même une chose, c'est que, comme le parallèle avec Bruegel est peut-être plus éclairant qu'avec Jérôme Bosch, parce que Bruegel peint le réel quand même, qu'il transfigure. Et dans l'œuvre de Céline, il me semble qu'il y a quelque chose d'étonnant en dehors de sa langue, avec les problèmes qu'a très bien souligné Bernard de Fallois. Comment lira-t-on Céline dans 100 ans, même en français, par rapport à l'état de la langue française dans 100 ans? Céline, on va quand même avoir le temps. Un mot là-dessus. Oui, de nous, si le mot merde demain, ça sera bien joli. Il y a une chose, parce qu'on va aussi parler de la langue française et laisser tomber notre ami Bardamu. Non, mais avant de laisser tomber Bardamu, je voudrais... Tu permets que je pose une... Oh, pardon. Mais je finisse ma question. C'est que Céline camoufle quand même... Bon, c'est pas lui, c'est Nietzsche qui disait qu'on écrit toujours pour camoufler ce qu'on pense. Disons qu'il transfigure quand même sérieusement le réel quand il dit qu'il est de Courbevoie. Mais il y a le chapitre que vous consacrez à ce sujet est passionnant.
Parce que vous, indiscutablement, vous êtes de l'île Saint-Louis. Voilà. Ça, c'est réel, tel que vous nous l'avez décrit. Le rapport de Céline à Courbevoie est beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus rêvé. On a l'impression qu'il meurt sur le mont Nebo, comme Moïse, en vue de la terre promise. Quant à Meudon, il s'est rapproché de Courbevoie. Mais il dit « je suis de Courbevoie ». Même Arletty dit « trahir, c'est pas possible, il est de Courbevoie ». Donc c'est pas... Bon, ce rapport quand même à une chose aussi banale et stupide que de dire qu'on est de Courbevoie quand on n'y a jamais vécu, ça paraît... Je suis persuadé que c'est extravagant, même aujourd'hui où le mot banlieue ne veut pas du tout dire ce qu'il veut dire chez Céline, parce que... Moi, je pense qu'on ne peut pas répondre très facilement là-dessus. Le jeu qui consistait à dire, avec cette complicité amicale qu'il avait de manière très étroite avec Arletty, et il disait « nous sommes de Courbevoie tous les deux bon, c'était avec le sourire aussi, il ne faut pas se heurter. Je pense que pourquoi il répétait sans arrêt « je suis de Courbevoie » d'abord, c'était une manière de dire « je suis un bon Français » à une époque où on lui déniait cette qualité, pour les raisons que nous savons. Il disait, il se voulait, même on trouve dans ses lettres, même au procureur, il dit « je suis de Courbevoie », comme si ça lui donnait une sorte de légitimité de Français. C'est très curieux, c'est assez étonnant. Mais surtout, l'idéalisation de Courbevoie, c'est au fond, pour Céline, l'idéalisation du monde d'avant son enfance. C'est très flagrant dans Mort à crédit, où le personnage le plus idéal par d'un côté, c'est la grand-mère. C'est celle du monde d'avant 14. Bien sûr, il est né, lui, 20 ans avant. Mais ce monde est encore immobile. On parlait tout à l'heure avec Michel Déon de l'Irlande et du rêve que beaucoup de gens ont de ne rien vouloir changer. Et je pense que pour Céline, les temps modernes commencent avec la guerre de 14 et l'écroulement de quelque chose. Et que se rapporter à son enfance, idéaliser le décor de son enfance, et au fond idéaliser un peu un passé imaginaire qui était un monde encore immobile que sa grand-mère pouvait personnifier. Et puis on pourrait dire, pour s'amuser simplement, que symboliquement Courbevoie est au fond assez symbolique de Céline. C'est vraiment entre la ville et la campagne, entre deux milieux, et lui-même, on dit Céline, il est ni d'un milieu bourgeois ni d'un milieu populaire, il est d'une petite bourgeoisie vaguement aristocratique par son père, et quand il était jeune il voulait écrire des touches en 2 mots comme le chevalier des touches, d'un milieu plus modeste par sa mère normande. Il y a tout cet équivoque chez Céline entre des mondes, des milieux sociaux, et cette rampe du pont à Courbevoie qui est juste en lisière de la ville à la campagne est une sorte d'incertitude, de lieu incertain, comme ce qu'il était un peu lui-même, je trouve. Ça, c'est très Frédéric Vitoux. C'est une lecture très Frédéric. Mais c'est des fantasmes personnels. Hein. C'est ça. J'entendais tout. Je voyais tout à l'heure. J'aurais une autre tentation d'expliquer le mensonge célinien. Pourquoi est-ce qu'il s'est voulu courbevoisien? C'est parce qu'il est avec les pauvres. Contre les riches. Bien sûr. Il est contre les plutocrates, il est contre Paris. Paris, ça ne lui plaît pas. Pas parce que c'est pas la France, parce que c'est les bourgeois, c'est les riches, c'est les grands écrivains, c'est l'Académie française. Il en a horreur. Il est avec les pauvres qui ne seront jamais à l'Académie française. Voilà. C'est vrai, ça, c'est c'est vrai. Non, c'est vrai. Il est avec les misérables, et il l'est même plus qu'il ne l'était en réalité, si je comprends bien. Moi, je connais très mal sa vie, mais je crois qu'en effet, il a refait sa vie, un peu comme Rousseau a refait la sienne, comme tous les paranoïaques refont la leur, et il était plus conforme aux Céline essentielles, éternelles, à ce qu'il ressentait en tant que écrivain exprimant sa nature, les banlieues de Versaillaises, n'est-ce pas, Courbevoie, Argenteuil, là vous arrivez au nord, surtout dans les années 30. C'est là qu'on était à la soupe populaire, c'est là que les chômeurs n'avaient pas à la fin du mois quelque chose. Alors, il s'est voulu de là. Je pense que c'est ça qui lui a plu. Ah, bien sûr, il y avait aussi Arletty qui lui a peut-être fourni l'idée de dire Courbevoie, voilà c'est très bien. En plus, c'est vrai. Bon. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur. Vous avez dit, c'est le voyage, le roman le plus nihiliste du siècle. Monsieur Bernard de Fallois a dit peut-être le seul roman nihiliste. Eh bien, c'est sur cette solitude de ce roman que je vais... il y a un autre écrivain. Sans rictus. Il y a un autre écrivain. Non, je ne parle pas d'un grand écrivain aussi. Et peut-être un des plus grands poètes du siècle, qui est Gottfried Benn. Et qui, comme par hasard, est aussi un médecin.
et qui est véritablement le poète le plus nihiliste, et je pense que cette espèce de... Son premier recueil s'appelle Morgue. Et Morgue, il y a un poème, Frédéric Vitou va venir, un poème tout à fait extraordinaire. Il est médecin, il ouvre des cadavres, et dans au cœur d'un cadavre, il y a un petit astère qui fleurit, et tous ces poèmes, ce premier recueil, c'est ça. Et c'est le nihilisme, je crois, et nous rejoignons tout à fait, de l'histoire de ce siècle. Gottfried Benn est allemand, il est considéré comme le monstre du XXe siècle de la poésie allemande, mais le nihilisme absolu, avec les péchés, entre guillemets, qui ont marqué tous les nihilistes de ce temps. Et je retrouve, en entendant ce que Frédéric Vitou disait, et Jean-Gilles sur la peinture, je retrouve dans la poésie très exactement cette même volonté, cette même de caricature, de cruauté, parce que l'histoire est cruelle et parce que les événements, Gottfried Benn par exemple, qui a traversé la Seconde Guerre mondiale, a vu sa femme violée, assassinée par les troupes, les premières russes entrant en Berlin. Tous ces gens ont vécu l'horreur d'un siècle. Et ce nihilisme, je trouve qu'on le trouve vraiment à l'origine, et je ne suis pas sûr que Céline, et là je me tourne vers Frédéric Vitou, ait été totalement inconscient de ça, dans tout le grand mouvement expressionniste allemand des années, qui démarre dans les années 1910 et qui s'achève. Vous avez raison. Oui, c'est probable. Quand un écrivain finit par devenir l'emblème ou créer l'œuvre qui va conserver le plus longtemps possible et de la façon la plus forte, la plus belle du point de vue de l'expression un courant, on peut être sûr bien entendu que ça n'est pas de lui seul que cela vient. Il a été nourri dans un certain nombre de choses, il en a retenu plus les expériences. Mais enfin, quand vous parlez des médecins, c'est vrai que de nombreux médecins ont vécu la guerre de 14, pas forcément avec les mêmes conséquences. C'était un médecin assez particulier, car il y avait en même temps chez lui l'altruisme du médecin, mais un altruisme combattu, refoulé, renié, dont il tenait à dire que c'était faux, que le cœur de l'homme était creux et plein d'ordures, comme le dit Pascal. C'est un écrivain pascalien à 100%. Mais sauf qu'on ne voit pas de Paris, on ne voit pas le Paris pascalien du tout. Chez lui, au contraire, il s'acharne. Cela dit, il y a tellement à dire sur Céline que vous voyez bien à la manière dont j'en parle que je suis très loin d'être en opposition avec Frédéric Vitou. Car c'est vrai aussi que chez Bardamu, l'idée d'aller toujours plus loin pour voir jusqu'où ça peut aller la nuit, et d'avoir choisi le personnage de Robinson comme alter ego, mais qui lui était toujours plus loin, comme si lui, Bardamu, n'avait pas eu le courage de voir à quel point les choses étaient horribles, à quel point le mal était complet, à quel point il n'y avait pas d'espérance. C'est une invention géniale sur le plan de la littérature, parce qu'on est emporté dans la lecture de ce roman par l'idée qu'il y a quelque chose de tonique dans le voyage dans le désespoir, que ce n'est pas une résignation à la fin. Oui, certes, il y a l'appel par le son du remorqueur, n'est-ce pas, l'appel à l'oubli, l'appel baudelairien, à ce que ça soit fini, qu'on en parle tout, qu'on n'en parle plus. Mais au début, ça s'est passé comme ça. Voilà. Ça, c'est une attaque musicale d'un livre qui montre que c'est quelqu'un qui va marcher longtemps et qui va aller très loin. Et en effet, il va très très loin, ça c'est vrai. Donc je ne connais pas le poète dont vous me parlez, que je vais lire, je suis très heureux de le découvrir grâce à vous, mais je suis d'accord sur le fait qu'il a probablement incarné, représenté tout ça, que l'œuvre est complexe comme toutes les œuvres, et que dans l'expressionnisme des années 30, il devait y avoir beaucoup de ça. Ça c'est sûr, y compris dans la forme. Oui. Il y a une question qui va peut-être, oui, je vois qu'il faut s'identifier, parce que vous êtes en train d'écouter à Radio Courtoisie un entretien autour de Frédéric Vitou, en présence donc de Bernard de Fallois, ceci organisé par mon camarade Jean-Charles Persson. Donc on parlait de Céline, et je vous suis très reconnaissant, Bernard de Fallois, car pour la première fois, j'entrevois une question à propos de Céline qui est la suivante. On a employé le mot nihiliste. Il y a des grands lecteurs chrétiens de Nietzsche.
il y a des lectures chrétiennes de Nietzsche et on peut vraiment dire beaucoup de chrétiens vont même trouver dans Zarathustra des ouvertures très intéressantes. Des lectures chrétiennes de Céline, qui est quand même, lui, alors, beaucoup plus nihiliste. Nietzsche décrit le nihilisme, annonce le nihilisme. Il ne se l'approprie pas du tout, contrairement à ce que croient ceux qui ne l'ont pas lu. Céline ne me semble pas avoir fait l'objet de lecture du point de vue de l'espérance, puisque lui n'a pas d'espérance. Il y a eu une réaction immédiate, c'est celle de Bernanos. L'article magnifique de Bernanos sur le voyage au bout de la nuit est l'article d'un chrétien. Et c'est pour ça que ce livre est extraordinaire, parce que le même livre a non seulement bouleversé, mais attiré, séduit des gens aussi différents que Sartre et Bernanos, par exemple. Sartre en a été à tout jamais transformé, n'est-ce pas ? Il a presque ce jour-là renoncé à être romancier en se disant, ayant lu ça, comment est-ce qu'on peut essayer d'être romancier ? Et La nausée, d'une certaine manière, est très inspirée, naturellement. Mais c'est un signe d'admiration. Et chez Bernanos, je ne me souviens plus, je ne peux pas vous le citer, de cet article, mais il m'avait beaucoup frappé. Il est très beau. Très bel article. Mais on pourrait citer aussi deux personnes avec qui Céline a correspondu à l'époque. L'un qui était très important, c'était pas du tout dans le sens chrétien, mais son amitié avec Élie Faure. Élie Faure, c'était une amitié aussi entre quelqu'un qui veut espérer et quelqu'un qui n'espère pas. Et toute la correspondance Élie Faure-Céline, avec la complicité des deux hommes, c'est aussi... Élie Faure dit, mais vous ne pouvez pas quand même désespérer les gens. Et l'autre, il répond, mais non, Élie, dès l'ovule, l'homme n'est que le jouet de la mort. Et c'est très intéressant. Et il y a une chose intéressante, c'est malheureusement, on n'a pas la lettre de Mauriac qui a disparu, qu'il a dû écrire à Céline au moment de la parution de Voyage au bout de la nuit. Mauriac était à l'époque l'un des écrivains les plus célèbres, les plus importants de la littérature française. Et on a en tout cas la lettre de Céline de réponse à Mauriac, que m'avait donné un de mes amis qui était le petit-fils de Mauriac. Et la lettre est tout à fait étonnante. C'est une lettre sur papier en tête du dispensaire de Clichy. Et je ne la connais pas par cœur, mais Céline lui dit en substance je suis très ému de votre témoignage d'amitié, de confraternelle sympathie, et surtout de la part d'un homme important sur un inconnu qui écrivait son premier roman. Et il ajoute, rien cependant ne nous rapproche, rien ne peut nous rapprocher. Vous appartenez à une autre espèce que moi. Pour moi, Dieu n'est qu'un truc pour déserter en somme superbement. Il y a une phrase. Dieu n'est qu'un truc. Je crois que je cite pas exactement la phrase parce que je ne connais pas par cœur toutes les deux, mais Dieu n'est qu'un truc pour déserter en somme superbement. Je ne m'intéresse que. Oui, qu'est-ce qu'il dit, oui. Pour moi, Dieu n'est qu'un truc superbement. Je suis obsédé par la vie. Je veux qu'on le sache avant d'en crever. Je suis écrasé par la vie. Je veux qu'on le sache avant d'en crever, et tout le reste, c'est du yo-yo. Tout un truc comme ça. C'est extraordinaire d'écrire ça dans une lettre. Dans une lettre à un grand écrivain. Un catholique. Voilà. Mais quand il dit Dieu est en réparation. Oui, Dieu est en réparation, c'était le titre provisoire d'un livre qu'il a. Mais en même temps, il y avait parfois des trucs surprenants. Il y a une lettre, je crois aussi, pendant qu'il est en exil au Danemark, où il dit, il se promène sur la mer, la Baltique, et dit c'est une mer à pêcher des âmes, dit-il, comme ça. Ces phrases comme ça qui sont magnifiques, on ne voit pas très bien ce qu'elles veulent dire exactement, mais on comprend quand même. Et donc, c'est dès l'instant où l'on aborde cette question. En tout cas, je pense qu'il n'y a en tout cas aucun espoir. Tout à l'heure, on soulevait avec le sourire l'idée du pari pascalien. Pour lui, il n'y a pas de pari qui tienne, en tout cas, ça c'est bien certain. C'est un pari perdant, en tout cas. Est-ce qu'on pourrait, une seconde avant que Jean-Charles reconstruise son plan et son émission, lire les réactions d'auditeurs de Radio Courtoisie? Sophia, s'il vous plaît, à la file. Oui. Qui permettra de réagir. Alors Céline aurait eu beaucoup d'argent, contrairement à la légende, confère un article sur un livre paru dans le Figaro. Est-ce que l'édition de Céline dans la Pléiade est fiable? N'a-t-elle pas été un peu corrigée? Une auditrice, bonne émission. Pouvez-vous parler des rapports entre Céline et Arletty? Et enfin, Jean Giono déclare dans un entretien avec Jean Carrière:
qu'il n'aime pas le soleil. Et quand le soleil apparaît dans ses romans, c'est qu'un drame va parfaitement arriver. exact. C'est Ce n'est parfaitement pas exact. un écrivain du soleil. C'est vrai. Non, mais je parlais du bonheur fou. Et donc le soleil au sens métaphorique, mais en même temps c'est vrai qu'il a toujours dit que le boutade, que le soleil n'est pas, que la Provence n'est pas le soleil, ce qu'il détestait, comme disait. Bon, ça c'est tout à fait exact, la remarque est judicieuse. Il n'aimait pas le soleil au sens frivole et méditerranéen du tel, c'était pas du tout un homme, c'était même de la Haute-Provence, et il a aimé l'Écosse, il aimait Melville, Giono, etc. Donc vous avez, ça c'est parfaitement raison. L'édition Céline en Pléiade est remarquablement bien faite par Henri Godard, qui est un excellent professeur d'université. Il a fait un très très bon travail et l'édition Céline de Pléiade est tout à fait admirable. Elle n'est pas complète puisque l'on sait que les pamphlets céliniens ne sont pas été repris. C'est un vaste problème. Peut-on ou non les republier? Est-ce qu'ils tomberaient sous le coup de la loi? Pour l'instant, ce qui est certain, c'est que la veuve de Céline, se conformant en quelque sorte à ce que lui avait dit son mari, et qui pensait que c'était des écrits de circonstance, qu'il avait écrit à une période donnée de l'histoire dans un but précis. Donc Céline avait dit qu'il ne souhaitait pas les voir réimprimés. Donc Lucette Détouche, la veuve de l'écrivain, se conforme pour l'instant aux vœux de son mari et de son vivant ne souhaite pas les voir réimprimés, pensant que s'ils étaient réimprimés, pour autant, encore une fois, que ce soit possible juridiquement, c'est un grand problème sur lequel je ne suis pas très habilité à répondre, ça créerait un tel tumulte que ça serait plutôt quelque chose qui serait déplorable. Maintenant, sur la question Céline et l'argent, effectivement, j'ai entendu dire, je ne l'ai pas lu, qu'il y avait un pamphlet qui était paru ou qui reprochait à Céline d'être un homme d'argent. C'était totalement ridicule, c'est grotesque. Céline est un homme qui avait un côté petit bourgeois économe. C'est vrai, c'est un homme qui ne voulait pas dépendre des autres et qui était, quand on voit ses correspondances avec ses éditeurs, il s'accrochait à ses avaloirs, à ses pourcentages, il y avait une sorte d'âpreté. Les lettres de Céline avec Gaston sont très savoureuses à cet égard. Mais en même temps, c'était un homme, il suffit de voir comment il vivait dans une grande pauvreté, c'est un homme qui n'a jamais rien sacrifié de son intégrité d'écrivain à une facilité commerciale d'écrivain. Si vous pensez que Céline était devenue par ses pamphlets antisémites des années 37-38, l'un des écrivains antisémites les plus célèbres ou les plus emblématiques de France, on sait que tous les journaux pendant l'occupation voulaient sa collaboration. Et il n'a jamais écrit un seul article rémunéré dans aucun journal de l'occupation. Il y a eu des lettres qui sont parues de Céline à des directeurs de journaux. On les connaît tous, elles sont toutes publiées, donc il n'y a pas de découverte à faire en l'occurrence. Mais aucun article rémunéré. On ne peut pas dire que c'est un homme qui a cherché à plaire et à flatter le plus grand nombre. Ça ne tient pas debout. Donc Céline, homme économe qui met ses sous de côté, qui se combine des choses comme un sorte de petit bourgeois qui a son bas de laine et qui se dit avant-guerre, oh là là, il y avait une catastrophe qui va venir, je sais qu'il y a une guerre mondiale qui va arriver, j'en suis persuadé. Et ces pamphlets antisémites, c'est dans cette optique-là qu'il les écrit. Je vais mettre de l'argent, de l'or au Danemark, j'ai une copine qui est danseuse à Copenhague, je vais lui demander de me cacher de l'or. Ça, c'est des combinaisons complètement extravagantes. Donc, c'est vrai. Et c'est vrai qu'aussi que Céline détestait dépendre des autres. Il y avait une sorte d'indépendance farouche qui faisait qu'il tenait à avoir de l'argent pour ne pas dépendre de la charité des autres. Il y avait beaucoup d'orgueil chez Céline. Mais dire que c'est un homme d'argent, c'est stupide. Il n'a jamais eu d'argent, Céline. Et même la maison de Meudon, où il a fini ses jours et que sa femme occupe encore aujourd'hui, c'est une maison qui a été achetée avec l'argent de Lucette Détouche, donc la deuxième femme de Céline, grâce à un héritage qu'elle avait fait, elle. C'est donc une maison qui était en son nom à elle et pas du tout au nom de Céline, qui n'avait pas du tout d'argent. Donc on peut reprocher mille choses à Céline, bien entendu, mais reprocher à Céline une âpreté au gain, c'est totalement stupide. C'est totalement stupide. Oui, c'est un petit essai qui vient d'être publié. Il paraît, j'ai vu que le Figaro avait un peu surévalué. Le thème central de ce petit essai, c'est le mensonge. Céline a menti depuis la première ligne jusqu'à la dernière. Le mensonge n'a pas de sens pour un romancier. Un romancier ne ment pas. Je trouve ça tellement idiot de parler de mensonge pour un romancier. Ça ne veut rien dire. Un romancier ne ment pas. Il crée un monde. Il n'est pas menteur. Menteur par rapport à quoi? Il n'est pas... Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que vraiment les sanglots longs des violons de l'automne font ce que prétend le poème? Non. Non. Alors, nous poursuivons. On termine sur Bardamu et Céline. Terminons. J'ai une toute petite question, non pas sur Céline. Il y a comme vous l'avez dit tout à l'heure,
des romans qui bouleversent, des romans qui nous marquent et qui. Vous avez cité Le Voyage, mais c'est pas le seul. Vous me parlez de moi? Oui, ah bah bien sûr. Les livres qui m'ont marqué, il y en a eu forcément beaucoup, oui, mais oui. Qui bouleversent, comme Le Voyage. Tu sais, quand on vous pose des questions comme ça. Mais je vous pose une question comme ça. Question pour toi. Moi, j'ai été marqué par La Chartreuse de Parme. Voilà. On pourrait prendre un exemple. Le Voyage et La Chartreuse de Parme. Pour des raisons totalement, naturellement différentes, mais la Chartreuse, c'est un livre que je relis souvent. Et chez Giono, Frédéric, qu'est-ce que vous choisiriez comme celui qui vous a rendu le plus gioniste, ou le plus gionesque, ou le plus ami de Giono? Je sais que nous avons souvent une discussion avec Bernard de Fallois, qui a une admiration énorme et totalement justifiée pour un très grand écrivain du XXe siècle qui est Marcel Pagnol. Et la tendance est toujours d'opposer Pagnol à Giono. Pagnol qui crée des personnages savoureux, des silhouettes dans ses pièces, dans ses films, et Giono qui crée un monde romanesque. Donc je n'opposerai pas Giono à Pagnol. En tout cas, je ne ferai pas de hiérarchie entre Giono et Pagnol. Le Giono qui m'a d'abord le Giono qui m'a vraiment d'abord touché, c'était Le Hussard. J'ai lu, par exemple, avec un intérêt fou, un livre comme Un roi sans divertissement, que je trouvais un livre extraordinaire. Magnifique, c'est sublime. Et ce que j'ai trouvé formidable d'un roi sans divertissement, c'est qu'au fond, un romancier n'est jamais aussi vertigineux que dans ce qu'il ne dit pas. C'est une grande leçon romanesque, je crois. Savoir forger des silences dans lesquels l'imagination... Et quand on regarde comment est construit un livre comme Un roi sans divertissement, avec ses 3 chapitres, et tout se joue entre les chapitres. C'est-à-dire, peu à peu, ce sentiment de complicité terrifiante entre l'homme qui enquête sur ce criminel et le criminel, dans ce monde où l'on s'ennuie, immobilisé par l'hiver, par la neige, où il ne se passe rien, il y a ce tueur derrière lequel Martial enquête, et peu à peu il se met par une sorte d'incroyable sympathie au sens littéral, au sens étymologique du terme, à comprendre et terrifier, il va se suicider. Et au fond, rien n'est vraiment dit de cela. On comprend peu à peu dans les différents épisodes cette fascination de l'horreur et du pire qui va envahir l'âme du personnage. C'est un livre totalement vertigineux, je trouve. Quant au Hussard, c'est comme disait Giono, c'est un vagabondage dans un paysage. C'est un livre dans une tradition très sublime, qui est après tout la tradition de partir d'un côté de Tristan. Et en fond, c'est vers la fin du livre, c'est l'amour fou d'un jeune homme pour une femme, et qu'il la raccompagne, qu'il l'amène à son mari, et il ne se passera jamais rien entre eux, sauf à un moment donné, par la fin du livre, quand elle va être atteinte par le choléra ou par les débuts du choléra, il va toute la nuit la frictionner, on comprend, la déshabiller, la frotter pour la permettre de faire circuler le sang. Et il la sauvera, il la ramènera à son mari, ça ne sera jamais rien passé entre eux, sauf peut-être ce trouble d'une nuit et c'est extraordinaire. Je trouve que c'est un livre qui est un des livres qui m'a le plus marqué. Mais voilà, je pourrais parler aussi du Giono pacifiste, du Giono d'avant-guerre qui m'a marqué, Refus d'obéissance, des livres comme ça. Moi, je me souviens très bien de ce livre qui commence par en 1914, je suis parti sans croire à la guerre, j'ai eu tort, non pas de ne pas croire, de partir. Vous savez, quand on commence un livre comme ça, c'est pas mal. Eh bien, nous étions sur un arrêt sur un paysage, de la neige, du sang, le canard. Et on va passer au cinéma, puisque c'est la logique même, ce que vous venez de dire. Ouais. Si, oui, peut-être, oui. C'est une vision cinématographique d'un événement tragique et d'un savoir à travers ces silences que vous avez évoqués, et vous avez été très marqué par le cinéma. Oui. C'est d'une part une passion, et d'autre part un exercice, un apprentissage d'une écriture, d'une façon de voir, de regarder les choses, et on le retrouve, nous en avons déjà parlé, dans vos romans, dans votre écriture, cette espèce de vision détachée qui vient vraisemblablement de ce savoir regarder que vous avez acquis au cinéma et avec le cinéma. Je suis d'une génération qui a été, mais je ne suis pas la seule, il y en a eu avant moi bien entendu, mais qui n'a pas été marquée par la télévision, puisque la télévision arrivait dans les foyers progressivement à partir des 50, et quand elle est arrivée chez moi, j'avais déjà passé mon bac ou j'étais sur le point de le passer, donc autrement dit, je n'ai pas été contaminé par la télévision.
En revanche, le cinéma, qui avait beaucoup marqué mes aînés, déjà, a été un élément considérable de ma culture. Je ne sais pas si le cinéma, aujourd'hui, me paraît un art majeur, c'est peut-être un art forain, un art qui est tributaire du temps, qui se démode, c'est possible, à part quelques grands génies, hein, comme Fellini, on pourrait dire, ou peut-être Bergman ou d'autres, je sais pas. Mais à part quelques grands créateurs singuliers qui maîtrisent totalement leurs œuvres, le cinéma est un art composite, un art de différentes personnes, etc. Mais je peux dire que j'ai été profondément, ma culture est autant cinématographique, dans mes passions, que littéraire, tel que je parle de ce qu'on découvre soi-même, je ne parle pas de ce qu'on apprend à l'école, hein, de cette boulimie qui vous prend quand on a 14, 15, 16, 18 ans et qu'on va à la cinémathèque, qu'on découvre les films de Raoul Walsh, d'Eisenstein, de Bergman, de Fellini, de Howard Hawks, de René Clair, de Jean Renoir, et ça a joué un rôle important, et si important que mon premier rêve était d'être metteur en scène. Si bien qu'après avoir fait des études plutôt de mathématiques, bac maths LM, et commencé une préparation maths sup, que très vite interrompue, j'ai voulu préparer l'IDEC tout en faisant des études de lettres. Et l'année que j'ai passée au lycée Voltaire a été une année où c'était une école, une classe où on préparait le concours d'entrée à l'IDEC, a été une classe pour moi extraordinaire. C'était une des années probablement une des années qui a le plus marqué dans ma vie, parce que j'avais des professeurs exceptionnels. Je me souviens, il y avait un qui s'appelait Astre qui était marxiste, il y avait Henri Agel qui était spiritualiste. Mais il vous faisait, pour la première fois, j'ai senti que la littérature, pour moi, c'était quelque chose de vivant. Je veux dire, c'était pas qu'on apprenait à l'école, c'était quelque chose, on pouvait se passionner pour ça. Je me souviens qu'Henri Agel nous faisait lire, par exemple, l'ouvrage de Brasillac sur Corneille, qui était peut-être pas politiquement correct pour les élèves à l'époque, mais d'un seul coup, en lisant le Corneille de Brasillac, c'est un livre sur lequel on peut dire plein de choses, mais je découvrais que Corneille, c'était formidable, c'était quelque chose de jeune, il y avait un enthousiasme, qu'on pouvait considérer le Cid comme un jeune nageur de 100 mètres dans un bassin olympique, c'était quelque chose de formidable, et on se tapait dessus parce qu'il y avait les pro-Renoir contre les pro-René Clair, c'était deux écoles différentes. Alors là, la classe était divisée en deux, ou plutôt non, un quart pour René Clair, j'en ai parti d'ailleurs, et j'en ai parti, j'aimais beaucoup Jean Renoir aussi, mais ceux qui étaient pour le plan séquence, pour une certaine générosité humaine chez Renoir, et le côté beaucoup plus sec, beaucoup plus découpé, beaucoup plus 18e siècle, je ne sais pas comment on pourrait dire, beaucoup plus vignette, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus sec chez René Clair dans ses comédies incroyables, toutes ces comédies comme sur les toits de Paris, etc., les premières comédies parlantes de René Clair qui étaient des chefs-d'œuvre. Et donc, pour moi, ça a beaucoup marqué. Et ça m'a tellement marqué que je pense que ma culture est profondément marquée par le cinéma. Et je pense que, c'est difficile à dire, mais quand on écrit des romans et quand on a vu plein de films, je dis pas qu'on écrit cinématographique, c'est absurde, bien entendu. Un livre, c'est pas un film, on le sait bien. Mais souvent, je me pose des questions quand j'écris un roman qui sont des questions que pourrait se poser peut-être un metteur en scène. C'est-à-dire que j'arrive pas, quand je décris une scène, à ne pas penser, mais d'où elle est vue, quel est le point de vue, comment on regarde les choses. Et presque des angles. Dans ma tête, je regarde avec des angles de prise de vue. Mais peut-être que tous les romanciers font ça, c'est possible d'ailleurs, je sais pas. Mais en tout cas, je m'amuse si la littérature a comme figure privilégiée de rhétorique, la métaphore, c'est pas le cas du cinéma. Le cinéma, lui, c'est plutôt, il développe ses idées stylistiques plutôt par la cause pour la conséquence, des choses comme ça. Donc, montrer une chose pour ne pas la montrer. Bon, des scènes célèbres, je crois Scarface, par exemple, vous savez, quand on tue le type, quand il joue au bowling, et on suit la boule, et qui tombe, et on sait qu'il meurt en hors-champ. C'est vraiment une image typiquement cinématographique. Chez Lubitsch, on trouve ça sans arrêt dans tous les grands films de Lubitsch. L'idée systématique, comment raconter une chose sans la montrer, en montrant autre chose, la cause pour la conséquence, et ça fait des comédies d'une intelligence stylistique incroyable. C'est pourquoi je pense que Lubitsch n'est peut-être pas le plus grand cinéaste au monde, parce qu'il n'a pas un univers extraordinairement passionnant, mais c'est l'un des plus grands stylistes du cinéma. Et moi, si je devais diriger une école de cinéma, je dirais aux gens, regardez des Lubitsch en boucle, et puis si vous n'avez pas compris ce que c'est la mise en scène, bonsoir. Mais prenez par exemple, je sais pas moi, le début de La Veuve Joyeuse, par exemple. Vous voyez, avec Jeannette MacDonald et Maurice Chevalier, mais c'est extraordinaire. Maurice Chevalier est une sorte d'officier de garde devant les appartements du palais. Le roi, un peu bedonnant, gros, quitte la reine et va à ses bureaux pour travailler. Le roi s'éloigne, Maurice Chevalier, il voit le roi s'éloigner, en trouve la porte et vient retrouver la reine. Bon, très bien. Alors l'idée, c'est de montrer après le roi qui va surprendre la reine en galant de compagnie avec Maurice Chevalier, il va l'exiler, l'envoyer à Paris, et puis là, il va essayer de séduire la veuve joyeuse. Bon, très bien, on connaît l'histoire. Mais l'idée de Lubitsch, c'est de dire comment montrer
voilà, Maurice Chevalier en train de coucher avec la reine ou d'être en galante compagnie, le roi revient, il la prend. Bon, n'importe quel cinéaste va montrer le roi, et puis le roi va revenir, il va ouvrir la porte, oh, horreur. Bon, Lubitsch, c'est pas du tout ça. Il dit comment raconter l'histoire en faisant rire les gens sans la montrer. C'est ça, et c'est ça l'idée du cinéma. Et je me souviens très bien, alors, c'est formidable dans ce film. Alors on voit le roi qui revient, on suit le roi parce qu'il a oublié son ceinturon. Alors le roi n'a pas son ceinturon, il revient, il ouvre la porte de ses appartements pour trouver son ceinturon. Et puis la caméra reste à l'extérieur. Alors c'est déjà plus amusant de rester à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce on rigole déjà à l'idée de ce qui se passe. Et puis au bout d'une minute, ou enfin pas une minute, ça va plus vite, le roi ressort avec son ceinturon. On se dit, il l'a pas vu, l'autre s'est mis sous le lit, probablement, quel crétin, il s'est rendu compte de rien. Et puis, donc ça fait rire, quoi. Et puis, le roi met son ceinturon, boucle, et il n'y arrive pas, parce que c'est un tout petit ceinturon, très mal, alors que lui, il est très gros. Il ne comprend pas, et il essaye de le boucler, et ça s'arrête là, la scène. Et d'un seul coup, il dit, mais pourquoi? Et il comprend qu'il a pris un autre ceinturon. Donc, vous voyez, et donc, on a tout compris, quoi. Que Maurice Chevalier avait déjà déboudonné ses affaires, retiré son ceinturon, qu'il s'est caché, qu'il n'a pas eu le temps, son ceinturon était resté visible. Tout était dit. Et ça, c'est formidable, c'est du pur cinéma. Je ne dis pas que je fais pareil en littérature, pas du tout. Mais je m'amuse toujours en disant comment on pourrait raconter une histoire en montrant quelque chose comme ça. Et ça, Frédéric Vitoux. Mais je pourrais parler des heures là-dessus, mais je vois Bernard de Fallois qui s'amuse beaucoup et je voudrais plutôt qu'il... Parce que Bernard, lui, je crois qu'il est un grand vous êtes un grand admirateur de René Clair, vous aussi. Oui. Mais alors, Frédéric Vitoux, vous avez, sans le vouloir, construit la transition à laquelle ni Jean-Charles ni moi ne rêvions, parce que on a passé presque 3 heures très agréables en votre compagnie, mais vous nous avez aussi démontré une chose qui est très importante, et dans le petit quart d'heure, 12 minutes qui nous reste, j'aurais quand même envie, puisque quand même vous êtes maintenant dans une corporation dont le but c'est de défendre la langue française, vous venez de nous démontrer, même en parlant de cinéma, l'importance de la langue. Et peut-être, oui. À Radio Courtoisie, on a une chose à laquelle on est très très attaché, et j'espère qu'on n'est pas les seuls. Enfin, en tout cas, vous êtes très attachés à cette chose-là, c'est la langue française. Donc, dans les 10 minutes qui nous restent, est-ce qu'on pourrait dire ce que nous inspire la situation de la langue française, l'amour que nous avons pour la langue française, qui nous permet quand même de, finalement, pas besoin d'écran. Vous voyez, on croit que le cinéma remplace la langue, mais la langue, parfois, permet d'être beaucoup plus descriptive, beaucoup plus intelligente aussi, même que Lubitsch. Sur la langue française, il y a tellement de choses à dire. Je crois qu'il y a 2 choses différentes. C'est d'une part la place du français dans le monde, ou dans les institutions européennes, et donc on peut se lamenter sur la disparition du français comme langue internationale, comme langue de la diplomatie, au profit d'un espéranto, et qui est une sorte d'anglais primaire, effrayant d'ailleurs, qui devient une sorte de langage universel des échanges. Et donc ça, c'est une chose sur laquelle effectivement on doit être vigilant, et on doit chercher à défendre et à développer la langue française, les congrès de la francophonie qui va s'ouvrir la semaine prochaine, je crois, à Ouagadougou. Donc c'est un sujet de préoccupation de tout le monde, c'est la défense de l'usage de la langue française qui est en régression, évidemment, par rapport au XVIIIe siècle, par exemple. Bon, ça c'est une chose. Et puis il y a une autre chose qui n'est pas du tout la même, et qui mérite aussi vigilance, c'est est-ce que la langue française est ou non en danger En France et dans les pays francophones. C'est-à-dire, est-ce que la langue française est particulièrement attaquée en ce moment? Est-ce que l'influence de l'anglais sur la langue française, déjà il y avait le fameux essai de Etienne, parlez-vous franglais, est-ce que ça s'aggrave? Est-ce que les nouvelles technologies vous imposent pas un sabir anglais dans la langue française? Donc toutes ces questions sont aussi des questions qui méritent d'être posées, sur lesquelles on peut donner des réponses différentes. On peut se lamenter sur les termes anglais qui viennent en France ou des termes d'autres pays. Bon, on peut se lamenter sur la qualité de l'enseignement du français, qui est effectivement, c'est un grand problème scolaire. C'est l'éducation, l'enseignement de la langue. Si on connaît peu de mots, on est moins riche pour s'exprimer, pour comprendre le monde, que si on connaît beaucoup de mots. Est-ce que l'enseignement de la langue aujourd'hui répond de manière satisfaisante aux besoins? On peut en douter. C'est un grand combat, l'enseignement de la langue. Sur l'imprégnation de mots anglais en français,
par certains côtés, je suis moins pessimiste que d'autres. Ça ne me gêne pas que des mots anglais viennent en français. En revanche, ce qui me gêne, c'est moins les mots anglais que la logique de pensée anglo-saxonne. Par exemple, quand on voit des émissions comme Star Academy, qui est quand même sur une chaîne nationale, une chaîne de première importance, qui prend un titre anglais, c'est peut-être bizarre de prendre un titre anglais dans une émission française, on voit le côté mode, etc. Mais ce qui me gêne, c'est ni le mot académique, un Y, ni le mot star, au lieu d'étoile, par exemple, ça me gêne pas, mais c'est la logique Star Academy, pour dire académie de star. C'est-à-dire la pensée anglaise qui met le qualificatif avant le terme, c'est une mode de pensée anglo-saxon qui peu à peu nous imprègne. Et ça me semble plus ennuyeux que les deux mots séparés. Mais c'est pareil, je pourrais dire, quand on dit France Télécom, moi ça m'agace que des politiques ont décidé de dire France Télécom, alors c'est télécommunication française. De dire France Télécom, c'était déjà de se mettre dans une logique de construction grammaticale, syntaxique anglo-saxonne. Ça me paraît plus dangereux que tel ou tel mot. Et puis, il y a aussi le combat, sur lequel l'Académie se bat, mais elle a raison d'ailleurs, c'est toute la technique d'aujourd'hui, quoi. Ça va tellement vite sur l'informatique, sur tout ça, donc de se battre pour essayer, si l'on peut, de trouver des équivalents français des termes anglo-saxons, c'est souhaitable. Par exemple, je constate avec plaisir que je crois que maintenant commence à démarrer le mot courriel au lieu de email, qui n'est pas très joli, qui est vraiment anglo-saxon. Voilà, bon, c'est très bien. Donc l'Académie a pour vocation de faire un dictionnaire, de décréter le bon usage, par ailleurs de faire des documents, de faire des recommandations, voire des propositions, de travailler avec les commissions de lexicologie. L'Académie se bat dans la mesure de ses moyens, ils ne sont pas énormes, mais elle a une autorité morale incontestable, et je ne peux que, non seulement qu'approuver, mais que participer énergiquement à ce combat. Mais encore une fois, c'est vaste, hein. Il faut pas... Il y a la place du français dans le monde, l'enseignement du français, l'imprégnation des langues étrangères en France, mais c'est pas, encore une fois, moi c'est pas tellement les termes, les mots qui me gênent que la logique de pensée. Voilà, très rapidement évoqué. Peut-être que Bernard Fallois, qui est éditeur, qui a été professeur, a peut-être des choses beaucoup plus intéressantes à nous dire. Moi, non, pas du tout. Vous savez, je souscris à tout ça. Je ne connais d'autres langues que le français. J'ai vécu, ma vie étant fort avancée, j'ai vécu en français avec grand plaisir. Je vois pour des raisons géopolitiques la place du français réduite, mais comme j'ai passé une grande partie de ma jeunesse avec le latin et le grec, qui ne se pratiquaient plus, mais que j'ai trouvé beaucoup de plaisir. Tout ça me paraît de l'ordre des phénomènes historiques. Bon. Ce que vous dites de la logique des langues, c'est vrai. J'ai par exemple été étonné le jour où pour la première fois, un éditeur a décidé de garder un titre anglais pour un ouvrage traduit en français. C'était, je me souviens, Love Story, qui a été un très grand succès. Mais je n'ai pas été indigné. J'ai constaté, en me disant, quelque chose est en train de changer petit à petit. Ce mouvement qui a commencé avec Love Story s'est perpétué depuis, au point qu'aujourd'hui on se demande si quelquefois des cinéastes français ne vont pas choisir un titre en anglais parce que les gens iront davantage. Mais ils iront peut-être aussi davantage parce que les films américains sont très souvent meilleurs que les films français. Il ne faut pas oublier ça aussi. Alors, je pense que, comme vous le dites, c'est des questions immenses, il y a des tas de questions distinctes qui se trouvent mélangées là-dedans, et qu'il faut parler de ça séparément. Il est vrai qu'il est très bon de trouver des mots français. Quelquefois, on le fait avec excès. Et dans cet excès, il y a du ridicule. Peu d'écrivains ont été pour moi aussi sympathiques par leur œuvre et par leur personne que Marcel Aimé. Mais son horreur du mot week-end me faisait rire. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on dise partez en week-end? Mais oui, partez en week-end. L'anglais n'est-il pas fait d'allemand et de français? Absolument. C'est les Français qui ont introduit le normand, et puis les Allemands sont arrivés, et tout ça a donné la langue anglaise. Bon, nous sommes faits de mots germaniques et de mots latins, au moins autant que de mots gaulois d'origine, encore beaucoup plus, naturellement. Et puis ça a donné la langue française. Tout ça changera, nous en avons parlé à propos de Céline. Est-ce qu'aujourd'hui même, on peut lire Racine et le comprendre? Et pourtant, Dieu sait si c'était fait avec une économie de mots telle qu'on devrait pouvoir le continuer très longtemps. Mais il paraît que non, c'est vrai que c'est difficile maintenant, Racine. Il faut l'expliquer presque vers par vers aux jeunes Français d'aujourd'hui. Donc je suis pour, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai aimé être professeur de français. Je trouve navrant l'appauvrissement lié à l'absence de communication. Le développement de la facilité de la communication, par exemple par le téléphone portable, par ce qu'on appelle les textos, etc., aboutit à un appauvrissement du vocabulaire qui est
en lui-même beaucoup plus ennuyeux que l'importation de termes anglais. Ce qui est ennuyeux, c'est que l'appauvrissement du vocabulaire et de la grammaire empêchera aussi la naissance des sentiments, pas seulement leur expression, la naissance, ou l'esprit critique, par exemple. Il n'y a pas d'esprit critique s'il n'y a pas de vocabulaire, s'il n'y a pas de manière de distinguer un mot d'un autre et deux mots presque synonymes, d'en voir le sens. Tout ça, c'est embêtant. Ce sont les menaces. Bon, à part ça, on verra bien. Écoutez, il me reste très très peu de temps pour mettre un petit point d'orgue à cette émission. Je crois qu'il n'y a pas de mot plus concret dans la langue française que de vous dire merci. Merci Frédéric Vitoux, merci Bernard de Fallois, merci Jean-Charles d'avoir construit cette émission, merci Sophia d'avoir été la voix des auditeurs de Radio Courtoisie et merci à nos auditeurs de rester fidèles au poste de l'autre côté. Et donc à très bientôt. À bientôt.